Alors nous allons entamer notre deuxième événement dans le cadre de l'Envol, donc qui est à l'exposition L'Envol sur un air de trappe qui est visible à l'Étoile d'Or, donc juste à côté, jusqu'au 13 décembre. Et ce soir, donc c'est le deuxième temps fort, donc la présentation par les étudiants du cercle aéronautique de l'Estaca de leur projet Héritage 1876. Et à 20h30, donc il y aura le film. Je vais oublier le nom du réalisateur, désolé. Syndex. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. On va vous présenter un petit peu notre projet associatif, donc le projet Héritage, qui a été un projet qui a été repris l'année dernière par notre association. Donc on va commencer tout d'abord par se présenter. Je m'appelle Geoffrey Soto, je suis président de notre association. Éloane Pellemel, le responsable du projet Héritage. Baptiste Sanson, le vice-responsable sur le projet. Je suis Nicolas Fernandez, je suis responsable sur le pôle de toutes les surfaces aérodynamiques. Et je m'appelle Clément Grard, je suis responsable du pôle fuselage sur le projet Héritage. Donc en quelques mots, notre association, on est une association de passionnés d'aéronautique, donc de l'école d'ingénieurs à l'Estaca. Et on propose deux axes dans notre association, ça va être du technique et du non technique. Donc pour tout ce qui est non technique, on va se retrouver tous ensemble pour passer des moments autour de l'aéronautique. L'aéronautique, ça va être des conférences des acteurs de l'industrie en aéronautique qui vont venir à l'Estaca pour nous présenter leur métier, que ce soit des entreprises comme Safran, comme Airbus ou comme tous les grands acteurs de l'aéro en France. On va aussi réaliser des visites de sites, des voyages pour découvrir la diversité du secteur aéronautique en ingénierie en France. On va aussi tous se retrouver pour des moments un peu plus fédérateurs autour de l'aéronautique, donc ça va être des meetings aériens, des baptêmes de l'air à prix réduit et la découverte des premières sensations en aéronautique. On trouve que c'est primordial pour un ingénieur d'avoir l'application de tout ce qu'on voit en cours, donc tous les théorèmes en aéro, voir comment ça s'applique en vrai. Et donc la deuxième partie de notre association, ça va être tout ce qui est le technique, donc notamment avec le projet Héritage qu'on va vous présenter ce soir. On réalise aussi deux autres projets techniques, c'est dont le projet A16, donc Airbus Cockpit System, ça va être de recréer de A à Z par les étudiants un simulateur d'Airbus A320, donc les avions de ligne que vous pouvez prendre si vous voyagez par exemple en Europe. Et le dernier projet, c'est un projet eVTOL, donc un projet de drone à décollage vertical électrique. Alors le projet Héritage, c'est quoi ? C'est un défi que se sont lancés les étudiants donc en études supérieures l'année dernière. Donc actuellement, on est sur la deuxième année du projet. Et l'objectif, c'est de construire l'aéroplane qu'a imaginé Alphonse Pénaud il y a bientôt 150 ans. Alors, pour vous donner une idée de la taille de l'aéroplane, il a une envergure de 13 mètres. Alors l'envergure, c'est quoi ? C'est la distance entre les extrémités des deux ailes, donc entre là et là. Pour vous donner une idée, 13 mètres, c'est entre moi et le dernier rang. Enfin, peut-être un peu moins, mais c'est relativement grand. Si vous avez eu l'occasion d'aller sur des aérodromes, notamment voir des aéroclubs, c'est là où il y a la formation au vol, les instructeurs utilisent des petits avions qui s'appellent les DR400 et leur envergure fait entre 8 et 9 mètres. Ça peut vous donner un ordre de comparaison. Et Alphonse Pénaud, il a imaginé un aéroplane avec deux moteurs qui sont juste là, en bleu, au niveau des ailes, qui a la particularité de se poser à la fois sur le sol et sur l'eau, et construit en bois et en toile. Alors, à ce niveau-là, ça nous pose quelques problèmes, parce qu'un avion construit en bois et en toile, aujourd'hui, c'est pas possible. Il y a certaines pièces qui... c'est bon, merci. Il y a certaines pièces qui subissent trop d'efforts ou qui sont trop difficiles à concevoir en bois. Et donc on aura forcément des pièces qui seront dans d'autres matériaux. Donc l'objectif, c'est certes de reproduire l'avion de la manière la plus fidèle possible par rapport à sa vision. On veut vraiment que dans plusieurs années, quand on aura construit l'avion, qu'il ressemble le plus possible à ça. Mais
il ne ressemblera pas à 100% parce qu'il y a quand même des changements qui sont nécessaires à faire si on veut que l'avion puisse voler. Et enfin, le projet héritage, c'est aussi une équipe qui s'est construite du coup l'année dernière et qui grandit puisque l'effectif il a quasiment doublé cette année. Et donc ça montre qu'il y a de l'engouement et de la motivation autour du projet. Et ça c'est important pour que le projet il puisse évoluer et grandir dans la bonne direction. Vous l'avez donc compris, Alphonse Pénaud a imaginé son aéroplane alors que l'aéronautique n'en était qu'à ses balbutiements. On est en 1876, il n'y a que le plus léger que l'air qui vole à cette époque-là, et personne ne croit en fait que le plus lourd que l'air puisse un jour arriver à voler. Donc le projet est tombé dans l'oubli, il a été complètement arrêté, inachevé, mais malgré tout, on peut voir qu'au fil des années, il a été repris, il est ressorti des archives, notamment au travers d'un article paru en 1940 dans un journal anglais, où on parle effectivement de l'aéroplane d'Alphonse Pénaud avec tous les plans, tout ce qui a été imaginé par Alphonse Pénaud. Tout à droite, vous avez des vues d'artistes qui datent de 1950, de ce à quoi aurait pu ressembler l'avion à l'époque. Et enfin, au milieu, vous avez une représentation, enfin des photographies de Joseph Wimmer, qui s'est amusé en 1989 à reproduire une maquette de l'avion et à tenter de la faire voler. Alors, pour la petite histoire, on a essayé de retrouver cette maquette, on a essayé d'enquêter, on a envoyé des messages, des mails, on a appelé, on a essayé de contacter cette personne. Malheureusement, Jupp Wimmer est décédé en 2012. Et toutes ces maquettes, tout ce qui avait été créé ont été redistribués dans de nombreux musées et un peu partout en Europe. Et c'est très difficile de retrouver les traces de ces petits appareils-là. Donc ça a été voué finalement à l'échec, mais ça nous a appris beaucoup de choses. On a discuté avec énormément de personnes et on est déjà dans les prémices de ce que symbolise le projet. On est dans l'héritage. La transmission et la passation de savoir au travers d'expériences, d'expérimentations, voire même d'objets, en l'occurrence avec Joseph Wimmer. Et c'est tous ces aspects-là, finalement, que nous reprenons et que nous essayons d'incarner au maximum dans le cadre de ce projet. On va essayer vraiment un maximum de se rattacher à ce que Alphonse Pénaud avait pu imaginer par rapport à son aéroplane. Dans tous nos projets, dans toute notre aventure finalement associative au sein du projet Héritage. Et c'est tout là la symbolique de ce projet, c'est vraiment la passation, la transmission et l'héritage finalement de nos aïeux, des ancêtres et de toutes les personnes qui étaient avant nous, tous les ingénieurs, tous les inventeurs qui sont passés avant nous, qui ont pu établir des équations, des logiciels, ce sur quoi on travaille actuellement, ce qu'on utilise et ce qui nous est nécessaire pour pouvoir réaliser certainement le grand rêve d'Alphonse Pénaud, que son avion vole un jour. Alors, avant de passer du côté un petit peu technique du projet, je vais vous raconter une histoire. C'est celle d'Alphonse Pénaud. Alors, on est aux alentours des années 1850 en France. Et au niveau des transports, il y a déjà quelques innovations qui ont vu le jour. Des innovations assez importantes parce qu'on parle du début de l'automobile, il y a les locomotives à vapeur, et au niveau de l'air, il y a les ballons, qui sont des objets plus légers que l'air, et ça va avoir son importance. Donc c'est dans ce contexte de révolution industrielle que naît Alphonse Pénaud, dans une famille pas forcément aisée, avec des moyens assez modérés par rapport à l'époque, mais il naît avec quelque chose d'extraordinaire, c'est son imagination. Et en grandissant, il va suivre des études d'ingénieur et il va observer les animaux, plus particulièrement les oiseaux. Et il va se demander comment ils font pour voler. Alors, de fil en aiguille, il va créer 2-3 petits trucs et il va mettre au point le planophore, donc qui est un petit jouet qui vole dans les airs et qui va retomber dans les mains des frères Wright, qui sont des pionniers de l'aviation, qui vont d'ailleurs s'en servir pour mettre au point certaines de leurs inventions. Au fur et à mesure, du coup, Pénaud, il développe une certaine compétence par rapport
l'aéronautique. Et donc lui, il est bien au courant que les objets plus lourds que l'air n'ont pas leur place à ce moment-là dans l'aéronautique. Il n'y a que de la place pour les objets qui sont plus légers que l'air, comme l'ont démontré les frères Montgolfier, ce qui a donné naissance aux Montgolfières. Mais Benoît, il est têtu, il pense que c'est possible, et donc il va rejoindre un groupe de scientifiques qui pensent comme lui. Et donc avec ses confrères, ils vont travailler pour mettre en place des idées, et c'est comme ça que va naître l'aéroplane que vous avez vu en photo. Alors du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va concrétiser ses plans, et après il va aller déposer le brevet et faire une demande de financement, parce qu'il a besoin de sous pour pouvoir construire son aéroplane. Problème, le plus lourd que l'air n'a tellement pas sa place à ce moment-là que personne ne lui accorde du financement. Et donc en addition à ça, avec des problèmes de santé, Alphonse, il va perdre la vie à seulement 30 ans, lui qui avait énormément de choses à apporter dans ce monde. Mais son imagination, elle est restée, puisqu'il l'a gravée sur des plans qu'on a récupérés et que d'ailleurs d'autres scientifiques avant nous ont récupérés et s'en sont servis pour s'inspirer et mettre au point des inventions qui aujourd'hui définissent un petit peu l'aviation telle qu'on la connaît. Et maintenant, un petit peu de technique, puisque je vais vous parler des aspects techniques du projet, ce que nous on vient apporter en fait dessus, parce qu'on a quand même une grande prétention sur ce projet finalement, c'est de faire voler un avion qui en fait ne vole pas. Voilà, ça c'est une petite annonce un peu triste, c'est que cet avion, il a été dessiné avec des bonnes idées, avec des bonnes choses, mais à une époque où en fait il y avait encore pas de théorie en aéronautique, ou très très peu, et finalement l'avion ne vole pas, il n'est pas stable, il a plein de problèmes d'ingénierie que je ne vais pas forcément détailler maintenant, mais voilà. Et donc pour régler ces problèmes, nous on vient utiliser deux méthodes théoriques d'approche différentes pour régler les problèmes. D'abord, c'est qu'on va modéliser cet avion sur ce qu'on appelle des logiciels de CAO. CAO, ça veut dire conception assistée par ordinateur. Donc ça, globalement, c'est juste qu'on vient représenter l'avion, c'est comme un dessin technique, un assemblage, un plan en 3D en fait. Et ça va nous permettre de visualiser l'avion. Donc là, ici, on a un exemple d'un autre avion qui a été modélisé de cette manière-là. Et ça nous permet de visualiser toutes les choses, tous les problèmes, le fait de globalement concevoir vraiment l'avion. L'intérêt aussi, c'est que derrière, on peut faire ce qu'on appelle des études de résistance. Un avion, quand il vole, il va être soumis à plein d'efforts différents, il va y avoir plein de contraintes, et nous, on ne veut pas qu'il se casse en vol, on n'a pas envie de ça. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire directement des études sur logiciel pour en fait savoir si l'avion va résister. C'est comme si on prenait en réalité, qu'on lui tordait l'aile et qu'on regardait à partir de quel moment elle se casse, mais sur un logiciel. L'autre type d'analyse qu'on a, c'est ce qu'on appelle les modélisations en CFD. Donc ça, CFD, là je ne vais pas forcément vous dire ce que ça signifie, parce que personne ne retiendra en fait. Et en fait, globalement, l'idée c'est que ça simule l'écoulement de l'air sur l'avion. Donc en fait, on vient faire s'écouler un fluide sur l'aile, et comme on sait aujourd'hui que la portance d'un avion, donc c'est la force qui le fait voler, comme on sait aujourd'hui que cette portance dépend de l'air qui vient s'écouler dessus, et maintenant on va directement simuler cet écoulement sur le logiciel, voir comment l'avion vole, et on va pouvoir répondre à la question, notre avion peut-il voler en théorie? Cependant, parce que ça serait trop facile sinon, il y a des problèmes, parce qu'il y a des limites en fait à ces logiciels. Forcément, on n'a pas une puissance de calcul qui est infinie sur les ordinateurs. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'on fait des approximations, on fait des hypothèses, on simplifie pour que l'ordinateur puisse calculer ça. Mais il y a un moment donné où les hypothèses deviennent trop grandes, où la réalité est différente de ce qu'on fait en théorie. Et donc, pour avoir une représentation de la réalité, on fait ce qui s'appelle les tests en soufflerie. Donc ça, c'est tout bête, entre guillemets. En pratique, c'est un peu dur à faire quand même. C'est qu'on reproduit une maquette de l'avion. Donc là, vous avez un DC-10, je crois, et un A400M.
C'est ça, 117 ok. Et qui sont mis dans des gros tubes en fait, dans des gros tubes dans lesquels on va souffler de l'air. Vraiment, c'est des gros ventilos qui soufflent, pas plus compliqué que ça. Et on va regarder comment notre avion réagit. On va regarder comment il se comporte en vol, comment il réagit à différentes incidences, à différentes choses comme ci, comme ça. Donc nous, c'est ce qu'on va faire comme projet. On ne l'a pas encore réalisé cette année, mais c'est en cours et c'est la prochaine étape du projet. Pour ce qui est de l'avion en lui-même, comme vous pouvez le voir ici, il y a deux types très différents d'avions. Il y a la modélisation ici, telle qu'elle est sur le plan de Pénaud, c'est la modélisation la plus proche. Alors ici, il ne faut pas être perturbé, en fait on ne voit que l'aile et l'empennage. L'empennage c'est l'arrière de l'avion, c'est ce qui bouge pour le faire voler. On ne voit pas le fuselage car ici c'est pas modélisé. Mais donc on fait deux voies différentes. La première, c'est la voie historique, c'est la voie de la fidélité, c'est la voie du respect de la vision de Pénaud, c'est la voie vraiment du défi en fait. Il y a un vrai challenge sur cette voie-là, puisqu'on va essayer de faire ce qui s'appelle une aile volante. Je reviendrai dessus un peu plus tard, pas de panique. Globalement, l'idée, c'est vraiment de ressembler au maximum à l'avion de Pénaud. Donc il faut faire quelque chose qui est historiquement réaliste, historiquement beau, en fait. La deuxième voie, quant à elle, du pôle L, elle est un peu plus respectueuse de la réalité. Ça, je laisserai Nico vous en parler tout à l'heure. Ici, je vous ai mis 6 images qui partagent toutes un point commun. Ce sont des ailes volantes. Donc, il y en a certaines qui sont des concepts, d'autres qui ont été vraiment réalisées, d'autres qui ont été vraiment réalisées mais qui ne marchent pas. Mais globalement, l'idée, c'est que on a en fait cette structure en flèche ici, comme c'est comme ça qu'on appelle, avec pas d'empennage vertical. Nous, sur notre avion, on a un empennage vertical, mais l'aile est suffisamment grande pour qu'on se rapproche quand même du fonctionnement d'une aile volante. Globalement, le fuselage en fait est intégré directement dans l'aile en fait. C'est ça la particularité d'une aile volante. Nous, notre avion, c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il fonctionne comme une aile volante, sauf que le fuselage, il n'est pas dans le corps, donc on perd les avantages de l'aile volante. Donc on a les inconvénients sans les avantages. C'est le gros challenge de ce projet en fait pour coller à la réalité historique. Okay. Donc comme vous l'avez vu, la première approche elle se base sur l'approche des ailes volantes. Alors pour que vous ayez une petite idée de pourquoi cette approche est problématique, alors déjà, la réponse elle est affichée, c'est un problème de stabilité, et donc c'est pourquoi cette approche elle est un peu plus tardive. Donc dans l'histoire, l'approche qui a été la plus utilisée, c'est celle qu'on a mis à droite. C'est une approche qui est très classique avec une aile et puis un empennage horizontal. Comprenez-le comme la queue, si vous voulez. Et cette approche, en fait, on l'est connue depuis plus de 125 ans. C'est une approche qui est naturellement stable puisque la queue permet de compenser les problèmes liés à la portance créée par les ailes. En ce qui concerne l'aile volante, c'est un peu plus récent, ça date d'il y a à peu près 70 à 80 ans. Alors pour vous, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, il faut se dire que pendant les 30 premières années de l'aviation, on est passé d'une espèce de tricycle volant à un véritable avion à réaction, un petit peu comme on les voit aujourd'hui. Donc en fait, cette différence de seulement, on va dire, 30 ans, un peu plus en théorie, en fait, elle est liée justement à la très grande complexité de l'aile volante. À la fois dans ses dimensions et à la fois dans tout ça, donc la stabilité, dans des problèmes de contrôle de l'avion, qui est très dangereux. Et donc nous, notre but, c'est quand même de mettre quelqu'un dedans. Et ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait bien, en cas où cette approche, qui est quand même, dont on a laissé la meilleure partie de notre projet dessus, les 4e années qui ont vraiment beaucoup plus d'expérience que nous, si jamais cette approche n'aboutit pas, eh bien, il nous faut quelque chose en retour, et surtout quelque chose qui soit sécuritaire, parce que la sécurité, c'est le nerf de la guerre dans la médiation. Et si on met quelqu'un dedans, on veut être absolument sûr qu'il ne lui arrive rien. Et donc c'est pour ça qu'on a pris une approche un peu plus classique. Avec, donc on a bien, sur le schéma on voit bien, en fait on a séparé la queue de l'avion. Et c'est cette séparation, ça a l'air de rien, mais en fait c'est suffisant pour pouvoir permettre à donc, ces parties-là de bien compenser le reste de l'aile. Et c'est bien plus simple à utiliser que l'approche volante, c'est beaucoup moins complexe. Donc ça nous permet un peu d'explorer plusieurs voies
et de vraiment pouvoir suroptimiser pour que notre avion soit le plus safe possible. Voilà. Évidemment, en termes de ressemblance, elle est légèrement plus limitée, mais on va quand même faire notre mieux, on va prendre des compromis. Après, il faut savoir que c'est un avion qui n'a jamais volé en 150 ans d'existence. Donc évidemment, il y aura certaines libertés qui vont devoir être prises, mais dans une moindre mesure. Donc voilà, maintenant on a une aile, en tout cas on a deux options pour notre aile, mais comme l'a très bien dit Nicolas, il faut mettre quelqu'un dans cet avion, et ce quelqu'un, il ira dans un fuselage. Et c'est tout le sujet de mon pôle. Et justement, ce fuselage, on l'a imaginé, on l'a pensé, on l'a réfléchi, et on a travaillé dessus pendant toute une année pour essayer d'avoir une configuration qui soit la plus optimale possible. Vous avez quelques petites représentations ici de ce à quoi ressemble le fuselage dans son état actuel. Donc vous avez la zone du pilote, qui est un genre de gros rectangle, le nez de l'avion, qui est un triangle qui part vers le haut, et la queue de l'appareil, qui est le triangle qui part vers le bas, avec respectivement l'aile, enfin un seul morceau d'aile. Voilà, ça donne une idée de ce à quoi pourra ressembler l'avion, de comment on pourra le modéliser, et de comment on pourra le créer en format de maquette. Vous avez également sur la photo de gauche une représentation schématique de la verrière de l'appareil, le nez de l'avion ainsi que la queue qui sont juste là pour faire joli, pour faire en sorte qu'on puisse bien se représenter ce à quoi ressemblera l'appareil. On a donc opté pour une configuration assez spéciale mais en même temps qu'on retrouve beaucoup sur les avions. C'est une configuration avec des cadres, des lisses et des longerons. Donc, vous avez l'explication avec la photo d'en bas. Les cadres sont les gros carrés rectangles en bois. Les lisses, c'est les morceaux de bois qui vont maintenir les cadres entre eux et qui vont transmettre les efforts. Donc voilà, ça c'était notre travail sur la première année. C'était la recherche, la schématisation et la réalisation sur ordinateur de cet appareil. Donc concrètement, où est-ce qu'on en est au niveau du pôle? Eh bien, au niveau de notre pôle, on est en train de travailler activement, au niveau du pôle, on est en train de travailler activement sur l'aérodynamique. Évidemment, on a deux approches avec des problèmes de stabilité différents. Mine de rien, la stabilité, sans stabilité, un avion ne vole pas. Et pour pallier ce problème, qui existe même, quelle que soit la configuration, qu'elle soit volante ou plutôt classique, on a besoin de modéliser notre avion. On a besoin de le modéliser, on a besoin de l'analyser, on a besoin, comme on l'avait dit avant, de le mettre en soufflerie, éventuellement. Et dans le but, finalement, d'avoir un avion qui vole. Alors, pourquoi ça et pourquoi on ne ferait pas d'autres choses avant? En fait, on s'est dit que d'abord, c'était bien d'étudier la configuration des ailes, qui était le problème principal. Et une fois que cette configuration était établie, comprenez ici, on est en train de dessiner la forme extérieure de l'avion. Et une fois que c'est fait, on va venir faire toute la structure interne, parce que les ailes, c'est bien beau d'avoir des belles ailes, mais il faut bien les supporter. Il ne faut pas qu'elles cassent lorsque l'avion vole. Donc d'abord, on va bien faire en sorte d'avoir une base, c'est-à-dire une surface qui est solide et qui va nous servir de référence pour tout le reste du projet, et principalement au niveau des ailes, parce que c'est là où il y a tous les problèmes de stabilité. Et par la suite, on viendra utiliser cette référence à la fois pour faire sa structure interne, mais aussi, évidemment, on a des commandes à créer, on a des circuits à passer, on a des moteurs à intégrer, etc. Et de mon côté, au niveau du pôle fuselage, on a beaucoup de travail aussi. Dans la mesure où nous avons passé l'avion, entre guillemets, dans son format aéronef amphibie. Ce que ça signifie, ce qu'il faut entendre par là, c'est que jusqu'à présent, on travaillait sur un avion qui n'était capable que d'atterrir et de décoller sur du sol, sur du dur, sur quelque chose de stable, on va dire, et sur des pistes, sur toutes ces choses-là qu'on connaît très bien. Mais avec de nombreuses discussions avec le président de l'association, le responsable du projet et d'autres personnes qui entourent ce projet-là, nous en avons convenu qu'il fallait rester fidèle à la vision d'Alphonse Pénaud, qui était de faire un avion amphibie, donc capable également d'amérir et de décoller à partir de l'eau. Ça change beaucoup de choses pour notre projet, notamment sur le pôle fuselage, dans la mesure où
on doit littéralement faire une coque de bateau à la place d'un seul sur notre avion. Ça change beaucoup de facteurs, notamment d'un point de vue technique, de transmission des efforts et de charges. Je vous passe les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit tout refaire. Mais ça nous permet d'apprendre énormément de choses. Ça nous permet d'évoluer, voilà, de faire grandir le projet et de, mine de rien, rester le plus fidèle possible à la vision d'Alphonse Pénaud. Ça, c'est le premier point, le passage en amphibie. Le deuxième point, ça va être le calcul du centre de gravité. Ça, c'est quelque chose qu'on était déjà en train de faire sur la version initiale de l'avion, parce que tout ça, ça permet ensuite au pôle L d'avoir une référence, d'avoir une idée de comment on pourra placer ce centre de gravité et le centre d'importance. Je vous passe encore une fois les détails, mais c'est nécessaire pour que notre avion puisse voler dans de bonnes conditions. Et enfin, le troisième point, ça va être la modélisation 3D. Cette modélisation 3D, elle aura deux impacts. Un premier impact, ce sera sur les maquettes. On va faire des maquettes qui seront imprimées ensuite en 3D pour avoir une visualisation de l'avion. On va également faire des maquettes qui sont susceptibles de passer en soufflerie. Et on va également faire certainement des maquettes pour des essais structurels avec du bois, certainement pour pouvoir essayer d'appuyer sur l'avion, le tordre, le tourner, pour voir comment il réagit face à tout ça. Et également des modélisations 3D qui sont vouées à la communication, comme ce que vous avez vu, avec des éléments qui sont plus visuels que structurels et qui sont plus représentatifs que vraiment qualitatifs dans notre étude. Alors quand on a fait cette présentation, on s'est dit que vous présenter le projet c'était bien, mais si vous pouviez repartir en ayant appris quelque chose, ça serait mieux. Alors on a ajouté une petite partie bonus où je vais vous introduire au concept du vol, et avec un peu de chance, certains d'entre vous vont comprendre finalement comment un avion vole pour de vrai, et pas juste vaguement. Alors j'ai ramené avec moi la maquette du projet, qu'on a reproduit fidèlement. Bien sûr, c'est juste pour montrer aux gens à quoi ça ressemble l'avion de Pénaud. Et puis aussi de référence par la suite lorsqu'on fera nos modifications pour comprendre exactement ce qu'on a changé. Mais alors voilà, à l'époque, Pénaud, il comprenait le vol d'une manière un peu différente de ce qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être une manière un peu simplifiée qu'on a, mais c'est aussi la meilleure manière de se le représenter finalement de manière assez directe. C'est que finalement, quand on lance un avion, c'est un petit peu comme une espèce de plaque. Okay. Voilà. C'est un peu comme une plaque qui reçoit l'air qui arrive vers lui. Alors, volontairement, on a mis l'avion un petit peu comme ça, pour montrer finalement que l'air va rebondir sur l'avion et repasser vers le bas. Alors, c'est la même chose qu'on observe quand on a nos mains dans la voiture, à l'extérieur, lorsqu'on met notre main avec un petit peu d'angle. En fait, on sent une petite résistance de l'air et ça nous pousse la main à la fois vers l'arrière et aussi vers le haut. Et Pénaud, ce qu'il pensait à l'époque, c'est qu'il se disait, justement, c'est cette interaction entre l'air qui arrive, qui rebondit contre la plaque et c'est celle-là qui la pousse vers le haut et c'est grâce à ça que l'avion s'élève. Alors, il a expliqué comme ça. L'air arrive sur la plaque, par conséquent, l'air pousse la plaque vers l'arrière, donc l'air freine l'avion. C'est pour ça qu'on a besoin de moteur pour compenser. Mais il a aussi utilisé un principe bien connu, qui est la deuxième loi de Newton. Alors pour vous passer les détails, en gros, quand vous poussez un mur, il vous pousse en retour. C'est pour ça que si vous le poussez et que vous n'accrochez pas fermement au sol, vous n'allez pas réussir à le pousser. Quand vous poussez une table, vous faites en sorte de vous pencher un petit peu vers l'avant. Pourquoi ? Parce que quand vous poussez la table vous pousse, donc vous poussez le sol pour permettre d'avancer, de compenser la force de la table qui vous pousse. C'est un petit peu bizarre à expliquer, mais c'est ça. Quand on pousse un objet, il nous pousse en retour. Donc on utilise un autre objet qui est fixe pour permettre de pousser l'objet qu'on veut. Dans ce cas, ça peut être une table. Et donc voilà, l'air, finalement, l'avion, lorsqu'il arrive vers l'air, il va vers lui, en fait, il va pousser l'air vers le bas. Et donc Pénaud, il s'est dit, oui, justement, si l'avion pousse l'air vers le bas, ça veut dire que l'air pousse l'avion vers le haut. Et comme ça, il a expliqué le phénomène de l'importance. Alors il y a quelques problèmes liés à ça. Déjà le problème principal, c'est qu'en fait c'est pas le contributeur majeur de l'importance. Donc effectivement, ça explique en partie l'importance, mais ça explique que d'une manière assez limitée. Et donc aujourd'hui, on retrouve quand même ce phénomène, mais on le retrouve différemment. En fait, on s'est dit que pour créer cette force vers le haut, il faut créer beaucoup de force vers l'arrière. Donc est-ce qu'on a un cas où on a besoin de cette force vers le haut, ou même vers le bas d'ailleurs, et à la fois on a besoin de cette force de freiner. Et bien justement, les aérofreins des avions,
Voilà, c'était une petite image pour vous. Vous voyez qu'en fait c'est la même chose lorsqu'on met la plaque ou lorsqu'on met la main à l'extérieur de la voiture ou lorsque on met l'avion comme ça. C'est qu'en fait on voit que l'air nous pousse la main vers le haut et à la fois vers l'arrière. Voilà. Si vous ne l'avez pas fait dans votre voiture, je vous invite à le faire. Alors, avec précaution, évidemment, on n'a pas envie que votre main parte à cause d'un arbre que vous avez attrapé. Mais c'est assez agréable et puis c'est assez représentatif de ce que c'est. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a une application où aujourd'hui ce principe est utilisé, c'est les aérofreins dans les avions, ou spoiler en anglais. En fait, le principe des aérofreins, c'est comme une plaque, sauf qu'au lieu d'être comme ça, elle est comme ça, vers le haut, ce qui est d'autant plus utile parce que l'avion, quand il a atterri au sol, il n'a pas envie de repartir. Donc, il fait ces deux travails à la fois, l'aérofrein, c'est-à-dire de plaquer l'avion au sol et le freiner en utilisant le principe dont Pénaud pensait que ça représentait la porte. Alors pourquoi je dis penser? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a compris que c'était un poil différent. Alors, la représentation que vous avez ici, ne vous effrayez pas, j'ai tout simplement représenté l'air, donc toutes les petites lignes là, c'est l'air qui arrive de la gauche et qui va vers la droite, et qui passe autour d'un objet un petit peu curieux. Alors quel est cet objet? Bien tout simplement, lorsqu'on coupe un avion par une lunette d'avion, lorsqu'on la coupe dans ce sens-là, okay, la surface que l'on voit sur le côté, ça ressemble un peu à ça. Alors je ne vous expliquerai pas pourquoi ça ressemble à ça, mais pour faire simple, c'est la meilleure forme possible. Voilà. Ok. Alors il y a plusieurs choses qu'on observe sur ces dessins. La première, c'est qu'on se dit déjà, disons que l'air il suit une trajectoire un peu particulière. Il part en haut, puis après il part en bas. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va commencer par là. On va s'intéresser d'abord à la partie qui est en dessous. Donc comme je disais, on retrouve le même principe que tout à l'heure en fait. L'air arrive sur l'aile, et puis il repart un peu vers le bas, un tout petit peu. Et ça c'est suffisant pour expliquer, comme tout à l'heure, que ça crée une espèce de petite portance. Mais ça c'est une toute petite partie. La majeure partie c'est ce qui se passe en haut, et c'est ça qui est un peu plus difficile à expliquer. Alors je vais y aller doucement, et je vais essayer d'être clair pour tout le monde. On voit déjà que les lignes, elles s'approchent de la surface, et puis elles la suivent. Alors quel est cet effet? Eh bien, cet effet, alors là j'ai représenté une petite ligne rouge, ceux qui sont loin et qui ne voient pas forcément. Cet effet, c'est l'effet Coanda. Alors, l'effet Coanda, on peut se le représenter facilement à la maison. Lorsqu'on met une cuillère dans l'évier, on met l'eau qui n'est pas trop forte. En fait, on remarque que l'eau, au lieu de partir tout droit là-bas, en fait, si on ne met pas l'eau trop fort, normalement il devrait suivre la cuillère et vraiment être redirigé. Et c'est la même chose qui se passe sur notre avion. Un autre endroit où on l'a pu observer, c'est quand on prend notre douche et qu'on ne met pas l'eau trop forte. En fait, on observe que les gouttes d'eau, elles suivent la forme de notre corps. Et donc c'est le même phénomène qui se passe sur l'aile. Tout simplement parce que l'eau et l'air, ce sont des fluides. Et oui. Et donc ils se comportent de la même manière dans une entendu. La deuxième chose qu'on observe, alors ça c'est un peu moins, c'est pas représenté ici, mais c'est qu'en fait, l'air quand il arrive en bas à gauche, il a une certaine vitesse, donc c'est la flèche noire, d'accord. Quand il passe par en dessous, il est un petit peu freiné, donc c'est pour ça que j'ai mis une flèche un peu plus petite. Donc ça c'est parce qu'il frotte avec la surface, donc il est freiné. Par contre, par-dessus c'est l'inverse. Et là on se dit, ah mais ça c'est bizarre. En dessous ça frotte, donc c'est freiné. Au-dessus, techniquement ça frotte aussi. Pourquoi c'est pas freiné? Je ne comprends pas. Et bien tout simplement, parce que lorsque on force l'air à changer de direction, l'air ou l'eau d'ailleurs, eh bien l'air en fait il n'aime pas. Et donc ce qui se passe, c'est que ça augmente sa vitesse très fortement. Voilà. Une manière de vous le représenter, c'est une autre expérience qu'on peut tous faire à la maison avec une cuillère et de l'eau, encore une fois. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, c'est très rigolo. Surtout ne le mettez pas trop fort, ça éclate. Alors, lorsqu'on fait tomber l'eau, alors là, vous voyez, carrément, hein, on n'a pas mis vraiment pas très fort, on voit parce que en haut, l'eau est assez, on voit à travers carrément. Donc c'est que, faut vraiment pas le mettre trop fort pour pouvoir observer les phénomènes, faut pas les brusquer, les phénomènes physiques. Souvent, quand on les brusque, on perd un peu tout. On voit ça en aviation aussi, quand on force un peu trop l'avion, parfois il n'aime pas, et de temps en temps, il tombe. C'est ce qu'on appelle les décrochages. Voilà.
c'est pour ça que les pilotes ils sont très très doux dans la vie. Ils font tout pour que vous puissiez survivre. Donc à la maison, on met une petite cuillère sous l'évier, pas trop fort évidemment, pas le brusquer. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que l'eau, quand il part de la cuillère, il part à toute vitesse dans tous les sens. Comme je disais, c'est déjà boost. Alors si on met le mieux, j'ai pas réussi à trouver une image sur internet, mais le mieux c'est quand on met la cuillère à l'envers, comme ça, et on lui met un petit angle. En fait, elle suit la forme de la cuillère et en plus elle s'éjecte très très vite. Donc ça, je l'utilise par exemple quand j'ai une assiette un peu sale, j'ai un peu la flemme de frotter dessus. Donc je mets la cuillère, j'augmente la vitesse de l'eau et en fait la force du jet permet de nettoyer l'assiette. C'est une petite astuce que je vous donne, voilà, c'est gratuit. Et en fait, c'est la même chose qui se passe au niveau de l'aile. C'est-à-dire que quand on lui change sa direction, et l'air, sa vitesse elle est fortement augmentée. Alors c'est bien de dire ça, quel est le rapport avec la portance? On y vient. Vous êtes un peu impatient. Je prends le papier ou pas? Oui. Ça c'est quelque chose que je peux démontrer en direct. Je vais essayer de prendre un cours que j'aime pas. Bon, vous avez de la chance, il y a des gens qui payent pour avoir des cours comme ça. Bon, je prends l'aérodynamique. Malheureusement, j'aime bien. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on augmente la vitesse autour de la surface, ça aspire la surface. Alors ça, c'est lié à l'impression, ce qui est un poil compliqué, donc on va peut-être pas s'attarder dessus. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en fait, lorsqu'on souffle très très fort sur une surface, on attire cette surface vers l'air. Donc, par exemple, si on fait ça avec une feuille de papier, par chance la feuille est assez légère pour qu'on puisse voir les phénomènes. Si on accélère la vitesse d'un fluide, par exemple l'air, étant donné qu'on en a partout autour de nous, donc c'est plutôt pratique, eh bien on peut permettre d'observer un phénomène d'aspiration. Alors allons-y. Trop long. Les chiens, t'en fiche. Mec, non, pour l'aérodine, je respecte un peu s'il te plaît. Alors vous avez vu, j'ai pas triché, j'ai pas soufflé en dessous. Donc est-ce que vous voyez que finalement, lorsqu'on augmente la surface, là j'ai essayé de souffler fort, après je vais pas en souffler très très fort, mais il n'y a pas besoin de souffler très très fort. Et même comme ça, on arrive à faire en sorte que la surface se soulève. Alors là, vous imaginez un souffle tout petit sur un avion, on est sur des vitesses très très élevées qui vont bien au-delà de votre voiture, même si on a tous envie de se vanter que notre voiture elle peut aller à 140 km/h, oui, c'est la vitesse de décollage de l'avion. Donc, eh bien, le phénomène est largement accru. Et c'est comme ça qu'on explique la portance. La majorité de cette force, en fait, c'est l'aile déforme le passage de l'air et ce faisant augmente sa vitesse, ce qui l'aspire vers le haut. Vous suivez? Parfait. Donc là, c'est un petit bilan pour réexpliquer tout ce qu'on a vu. Donc le premier, l'air est dévié, la vitesse est augmentée, et donc ça pousse vers le haut. Ça aspire vers le haut, pardon. Là où ça pousse, c'est en dessous. Alors j'ai mis des zones, les zones, vous n'attendez pas dessus, c'est une belle forme, c'est une belle image, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Mais voilà, c'est le phénomène, et c'est grâce à ça que l'avion vole aujourd'hui. Et à l'époque des Pénaud, on connaissait que ça. Et ça, c'est pas suffisant, bien sûr. Il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas, d'autres qui sont liées à tout ça, mais 150 ans d'expérience ont permis de gagner toutes ces connaissances. Et je ne peux pas vous le résumer aujourd'hui, je n'ai pas le temps. 150 ans, c'est trop pour moi. Voilà. Alors pour finir cette présentation, je vais vous expliquer comment nous, on le vit en tant qu'étudiants de réaliser ce projet d'ingénieur. Alors évidemment, on est jeune, insouciant, on n'a pas beaucoup d'expérience,
et on tente quand même de réaliser un projet qui demande beaucoup d'expérience. Donc c'est pas évident. Et pour vous illustrer, je vais vous raconter comment j'ai vécu avec mon groupe l'année dernière. Alors en fin d'année, en fin de classe prépa, j'ai dû intégrer un projet PITA. Alors le principe d'un projet PITA, c'est que du coup on fait partie d'un petit projet au sein du grand projet d'héritage. Et donc avec mon équipe, notre objectif c'était de créer un aileron. Alors un aileron c'est quoi? Juste en haut ici, la partie en jaune, en fait, c'est une pièce qui vient pivoter autour d'un axe au niveau de l'aile et qui permet à l'avion de tourner autour de son axe de roulis pour les plus scientifiques. Alors, pour vous illustrer, l'avion, quand les ailerons pivotent, il va faire comme ça. C'est le principe des ailerons. Donc, avec mon groupe, on est arrivé, tout content, tout motivé. On a rencontré les responsables techniques du projet l'année dernière. Et donc on leur a dit, trop cool, comment on fait des ailerons? Et puis là, ils nous ont regardé, et ils ont rigolé. Et ils ont dit, on sait pas comment on fait des ailerons. Ça va être à vous de trouver comment faire. Et puis là, on a arrêté de rigoler. Et on a compris la difficulté du projet. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est beaucoup de recherches au préalable, parce qu'en classe prépa, concrètement, on a fait que des maths. On n'a pas vraiment fait ce genre de choses. Donc beaucoup de recherches. Et puis après, on s'y est mis, on a commencé à faire nos petits calculs à la main. C'était long. Pour essayer de trouver les dimensions par rapport à notre aileron. Et donc, de fil en aiguille, on a réussi à proposer une version finale. C'est bon. On a réussi à proposer une version finale de notre aileron, qui est celle juste là. Alors, pour vous faire un petit point niveau technique, la grande barre qui traverse ici, ça s'appelle un longeron. C'est la pièce principale qui va bien supporter les efforts. Et les petites pièces ici, ce sont des nervures. C'est ce qui vient donner la forme aérodynamique à notre aileron, pour qu'il puisse, en général, continuer au niveau de la forme de l'aile. Pour en arriver là, on a dû passer par énormément d'étapes. On n'a pas fait ça du premier coup. Donc, on a proposé une première version qui ne fonctionnait pas. On a identifié les problèmes, on a voulu les résoudre. On a proposé une deuxième version qui ne fonctionnait toujours pas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça doit être la 4e ou 5e version. Donc, ça nous a pris un petit peu de temps. Mais c'est la version qu'on a proposée à la fin dans notre soutenance de projet et qui d'ailleurs a été acceptée. Mais cette année, les membres ont repris l'aileron et ils ont vu qu'il y avait toujours des problèmes. Donc il va falloir continuer à trouver des solutions. Mais voilà, c'est vraiment comme ça qu'on vit le projet. Il n'y a pas mieux comme initiation au métier d'ingénieur et surtout au bureau d'études. Franchement, c'est excellent. C'est vraiment la démarche ingénieur pure et dure. Et on est là pour ça. Donc c'est super. Et donc si je peux finir cette présentation sur un point un petit peu philosophique, un message à transmettre, je dirais que ce soit vous ou si vous avez des enfants, vraiment se motiver à fond, y aller dans un projet, même si ça paraît dur au départ, on voit la montagne de choses à faire, faut mettre ça de côté, il faut y aller, il faut travailler dur ensemble avec votre équipe et au final on arrive à faire de grandes choses. Regardez, même nous on est capable de faire des super ailerons alors qu'on n'a même pas 20 ans. Donc et on en est fiers. Et ben voilà, le message c'est allez-y, foncez et vous serez fiers de vous. Bravo, bravo, bravo.